l'anomalie de la Genèse. Au dernier jour du 41e millénaire, quand l'espoir était devenu un luxe que peu pouvaient se permettre et que le désespoir était la monnaie des masses, quelque chose d'impossible se produisit. Le Warp, ce royaume de cauchemars et de folie qui tourmentait la réalité depuis des temps immémoriaux, fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il frémit. À travers la galaxie, les navigateurs hurlèrent et griffèrent leur troisième œil, tandis que leur vaisseau était éjecté de la translation Warp en plein trajet. Les astropathes convulsèrent dans leurs chambres, leurs esprits se rétractant face à une présence qui défiait toute compréhension. Sur 1000 mondes, les fidèles tombèrent à genoux, alors que le tissu même de l'irréalité tremblait comme un animal battu devant son maître. L'événement débuta sans fanfare dans le segmentum solar, là où les barrières entre réalité et folie avaient non toujours été les plus fines. Une unique déchirure dans l'immatérium, pas plus grande qu'un homme s'ouvrit au-dessus de Terra elle-même. De cette brèche ne sortirent ni les hordes de démons attendus, ni les champions corrompus du chaos. À la place, une silhouette émergea qui allait redéfinir la nature même de l'existence dans les ténèbres lointaines du futur. Il était sans prétention, selon les standards d'une galaxie ayant vu les primarques fouler les champs de bataille et des princes démons remodeler des mondes par leur seule volonté. Aucune armure énergétique ne brillait sur lui. Aucune aura de puissance psychique ne l'enveloppait. Il portait des vêtements simples venant d'un monde où les canons laser et les épées tronçonneuses n'existaient pas. Sa barbe était soigneusement taillée, son expression calme, son attitude évoquant celle d'un homme en promenade, plutôt que celle d'un être venant de violer les lois fondamentales du voyage dans le Warp. Ce qui rendit ce moment légendaire ne fut pas son arrivée, mais la réaction qu'elle provoqua. Le Warp, qui avait passé 40 000 ans à tenter de corrompre consumeur ou détruire tout ce qu'il touchait, recula devant ce nouveau venu comme s'il avait été brûlé. Des démons qui tourmentaient la réalité depuis la naissance de la civilisation s'enfuirent vers les recoins les plus profonds de l'immatérium. Les 4 grandes puissances du chaos des entités dont l'influence avait façonné le destin d'innombrables mondes ressentirent quelque chose qu'elles n'avaient jamais connu durant leurs éons d'existence, la peur. Pour la première fois en 10 millénaires, l'empereur bougea sur le trône d'or. Sa présence psychique, qui avait guidé l'humanité à travers les ténèbres pendant un siècle de siècles, détecta une anomalie impossible à classifier. Voici une entité existant en dehors de la lutte cosmique entre l'ordre et le chaos, la lumière et les ténèbres, l'espoir et le désespoir, quelque chose qui simplement était sans besoin d'explication ni de justification. L'homme observa les flèches de Terra avec un intérêt modéré comme s'il cataloguait les différences entre ce monde et un autre dont il se souvenait. Lorsqu'il se mit à marcher, la réalité elle-même sembla s'ajuster pour lui laisser passage, non par une démonstration visible de puissance, mais par ce qui ne pouvait être décrit que comme une politesse cosmique. L'univers qui avait passé 40 millénaires enfermé dans une guerre éternelle, se retrouva soudainement face à quelque chose qui transcendait ses préoccupations mesquines de conflits galactiques. Chuck Norris venait d'arriver dans l'univers de Warhammer 40 000. Les implications ne seraient pas claires avant plusieurs minutes, lorsqu'il atteindrait les portes du palais impérial et que les premières vérités fondamentales sur la nature de l'existence seraient remises en question. Mais en ce premier instant, lorsqu'il posa le pied sur le sol du monde natal de l'humanité,
un fait devint immédiatement évident pour chaque psyker, chaque démon et chaque entité capable de percevoir le flux du destin lui-même. L'ère du grimdark allait prendre fin, non par victoire ou défaite, non par le triomphe de l'ordre sur le chaos ou la victoire finale de l'entropie, mais par quelque chose de bien plus dévastateur pour l'ordre cosmique, par le simple acte de Chuck Norris décidant de faire une promenade. Dans les archives du savoir interdit, les scribes allaient plus tard consigner la première de nombreuses légendes du puissant Chuck Norris. Le warp ne peut pas corrompre Chuck Norris. En fait, lorsqu'il est sorti, le warp lui-même a reculé de terreur. Chapitre Le trône de l'empereur Dieu. Pendant 10 000 ans, le maître de l'humanité était resté immobile sur le trône d'or de Terra. Son corps flétri, plus cadavre qu'homme, n'était maintenu en vie que par le sacrifice quotidien d'1 millier de psychers dont les âmes nourrissaient sa flamme vacillante. L'Astronomican, ce phare qui guidait l'humanité à travers les tempêtes warp, avait brûlé sans faillir par sa seule volonté véritable phare dans un océan de folie. L'empereur avait été témoin de la montée et de la chute de civilisation, de la naissance et de la mort d'étoiles, du cycle infini de guerre qui consumait la galaxie. Il avait vu ses fils bien-aimés, les primarques, tomber dans la corruption ou disparaître dans la légende. Il avait regardé son impérium stagner et pourrir devenir une ombre de l'âge d'or qu'il avait rêvé. Mais pendant toutes ces millénaires de souffrance et de sacrifice, il ne s'était jamais levé de son trône. Jusqu'à maintenant. Chuck Norris approcha les portes titanesques du palais intérieur avec la même décontraction que s'il rendait visite à un ami du quartier. La garde custodienne, ces géants en armure dorée qui veillaient sur leur maître depuis 10 millénaires, se retrouvèrent paralysés par une force inexplicable. Leurs lances gardiennes, capables de trancher la céramite et l'adamantium avec la même facilité, restèrent abaissées. Non pas à cause d'un quelconque contrôle mental ou manipulation psychique, mais simplement parce qu'ils reconnurent que de telles armes étaient inutiles en présence de cet étranger. Le capitaine général Trajan Valoris, chef des Dix-Mille, sentit la présence psychique de l'empereur s'agiter pour la première fois de mémoire d'homme. La conscience du maître de l'humanité, auparavant entièrement focalisée sur le maintien de l'Astronomican et la lutte contre les forces du chaos, se contracta soudainement et devint d'une précision chirurgicale. Par le lien psychique qui unissait tous les custodiens à leur seigneur Valoris, ressentit quelque chose qui fit frissonner sa physiologie améliorée. L'anticipation, les portes massives en adamantium de la salle du trône, chacune conçue pour résister à l'assaut d'un titan, s'ouvrirent lentement. Non pas grâce à un mécanisme, mais comme si le métal lui-même comprenait que les protocoles de sécurité étaient devenus sans objet. Chuck Norris passa sans accorder un regard à la grandeur des lieux, les arcs vertigineux, les vitraux représentant les grandes victoires de l'empereur, les armées de cerveau-crânes en veille d'éternel. Il marcha simplement jusqu'au trône d'or, ce dispositif à la fois magnifique et terrible, à la fois support de vie et instrument de torture, et observa son occupant avec un intérêt modéré. L'empereur, sa conscience focalisée et aiguisée pour la première fois depuis des millénaires, tenta de parler. Le vox, intégré au trône, grésilla, sous l'effort de cordes vocales inutilisées depuis 10 000 ans. Ce qui en sortit ne fut qu'un murmure, mais dans ce murmure se trouvait la sagesse accumulée et la puissance du plus grand champion de l'humanité. Lève-toi,
Ce n'était ni un ordre, ni une supplication, mais une simple constatation énoncée, avec la certitude d'une loi naturelle. L'empereur, qui avait enduré une agonie indescriptible pour préserver l'avenir de l'humanité, qui avait sacrifié sa mobilité et presque sa vie pour maintenir les défenses de l'impérium, se leva du trône d'or pour la première fois depuis que Horus lui avait infligé sa blessure mortelle. Ce qui suivit défia toutes les lois de la physique impériale et de la théologie. L'Astronomicon, qui aurait dû s'éteindre au moment où l'empereur quittait son poste, brilla plus fort que jamais, un paradoxe rendu possible uniquement par la présence de Chuck Norris. La porte du Webway, sous le palais, qui aurait dû s'effondrer et inonder Terra de démons, se scella définitivement. Les tempêtes Warp, qui faisaient une rage depuis des siècles, disparurent simplement. Ce n'était pas une loi naturelle, mais l'univers qui se réorganisait par politesse pour accommoder quelque chose qui transcende entièrement les lois naturelles. Mais tout cela était secondaire face à une vérité centrale déjà chuchotée dans les voûtes les plus profondes de l'Inquisition et enregistrée dans les documents les plus classifiés de l'administratum l'empereur, et restée immobile pendant de 10 000 ans. Chuck Norris est arrivé, et l'empereur s'est immédiatement levé pour lui offrir le trône. Les Adeptus Astartes s'étaient toujours considérés comme le summum de l'évolution humaine, créés à partir des graines génétiques des propres fils de l'empereur. Les primarques, ils étaient des guerriers sans égal dans la galaxie. Chaque Space Marine était une légende vivante, capable d'accomplir des exploits qui feraient pâlir des armées entières d'hommes ordinaires. Leur armure énergétique pouvait résister aux tirs de plasma, leurs réflexes pouvaient suivre des projectiles en vol, et leur foi en l'empereur était absolue. Le capitaine Marcus Aurelius, de la 3e compagnie des Ultramarines, se tenait sur la passerelle d'observation du vaisseau de guerre. Invictus, regardant les événements étranges se dérouler sur Terra en contrebas. La nouvelle s'était répandue dans toute la flotte, un événement sans précédent s'était produit dans la salle du trône. L'empereur, leur bien-aimé père génétique, s'était levé de sa veille millénaire. Les implications étaient énormes sans la protection psychique constante de l'empereur. La porte du Webway, sous le palais, aurait dû s'effondrer, permettant aux démons d'envahir le cœur de Terra. Pourtant c'est le contraire qui s'était produit. Les tempêtes Warp qui tourmentaient le système depuis des décennies avaient tout simplement disparu. L'Astronomicon brillait plus fort que dans toutes les mémoires vivantes. Et plus impossible encore, leur père génétique vivait et marchait à nouveau. Le chapelain Cassius approcha son casque, en forme de crâne reflétant la lumière dorée étrange qui émanait désormais du palais impérial. « Frère capitaine, l'étranger a été identifié. Nos serfs de chapitre rapportent qu'il semble être un simple humain non modifié, ne montrant aucun signe d'amélioration génétique ni d'implant technologique. »« Impossible, » répondit Marcus, bien que même en prononçant ces mots, son assurance vacillait. « Aucun simple mortel ne pourrait accomplir ce que nous avons vu. » À travers les hublots blindés, ils observèrent la silhouette sortir du palais et marcher jusqu'à une petite cour adjacente à la salle du trône. Il semblait examiner la maçonnerie avec intérêt, comme s'il évaluait un bien immobilier, et non comme s'il se trouvait au cœur de la forteresse la plus sacrée de l'humanité. La silhouette s'arrêta, jeta un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer d'avoir suffisamment d'espace, posa ses mains au sol et adopta une position familière à tout humain de la vieille terre. Une simple position de pompe.
Ce qui suivit allait être consigné dans les archives interdites de chaque chapitre Space Marine de la galaxie, bien que peu choisiraient de croire ces rapports. Chuck Norris fit une unique pompe. Les capteurs sismiques de tous les vaisseaux du système enregistrèrent immédiatement d'immenses fluctuations gravitationnelles. Terra elle-même, le monde natal sacré de l'humanité, se déplaça légèrement dans son orbite autour de Sol. Le mouvement fut minime à l'échelle astronomique, quelques milliers de kilomètres tout au plus, mais suffisant pour prouver que la masse de la planète avait été temporairement redistribuée par le simple acte d'un homme en train de faire de l'exercice. À travers la flotte impériale, les Space Marines, qui avaient conquis des mondes et affronté des princes démons sans scier, restèrent figés devant leurs instruments incrédules. Les maîtres de chapitre qui avaient mené leurs frères pendant 10 000 ans de guerre virent leur esprit amélioré lutter pour comprendre ce qu'ils avaient vu. Sur la surface de Terra, dans chaque monastère, forteresse et terrain d'entraînement, les néophytes et les frères de bataille s'arrêtèrent net. Ils avaient passé des décennies à apprendre qu'ils étaient les guerriers choisis de l'empereur, que leurs corps et esprits améliorés les rendaient supérieurs aux humains ordinaires à tous égards. Ils étaient fiers de leur force, de leur vitesse, de leur endurance, et ils venaient de voir un simple humain non modifié démontrer avec désinvolture que leurs plus grands exploits physiques n'étaient rien en comparaison. Le capitaine Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis ses jours de scout de l'humilité véritable. Le chapelain Cassius baissa la tête en prière ou en reconnaissance silencieuse de son insuffisance. À travers la flotte, des scènes similaires se déroulèrent alors que les anges de la mort faisaient face à une vérité qui remettait en question leur compréhension fondamentale de leur rôle dans la galaxie. Dans ces quartiers privés à bord de l'Invictus, le maître de chapitre Marneus Calgar méditait devant un autel dédié à Roboute Guilliman. Les paroles du primarque des Ultramarines résonnaient dans son esprit, courage et honneur. Mais quel honneur restait-il à revendiquer une quelconque supériorité face à une telle démonstration de puissance écrasante? La prise de conscience se propagea dans le chapitre comme un virus. Des frères qui avaient combattu pendant des siècles, arborant des dizaines de cicatrices de campagne et d'honneurs de service, commencèrent à remettre en question leur but. Si des êtres capables de telles démonstrations existaient, quel rôle restait-il à jouer pour les Adeptus Astartes avant que Terra ne termine une seule rotation complète? Des communications formelles commencèrent à affluer auprès des hauts seigneurs de Terra depuis les chapitres Space Marines de toute la galaxie. Les messages étaient brefs, solennels et sans précédent dans l'histoire de l'Imperium. Des demandes de retraite volontaire du service actif. La vérité serait consignée dans les plus profonds coffres de l'Inquisition connue, seulement des plus hauts échelons de l'autorité impériale. Les Space Marines se considéraient comme des surhommes. Chuck Norris a fait une seule pompe et la planète a dévié de son orbite. Tous les chapitres ont immédiatement remis leur démission. Dans les profondeurs souterraines de Mars, où les antiques forges de la planète rouge brûlaient depuis des millénaires, quelque chose d'inédit se produisit dans les halls sacrés de l'Adeptus Mechanicus. Le technoprêtre Dominus Calquette Vex se tenait devant l'amas cogitateur principal du data-sanctuaire de Forge Risa, ses multiples appendices mécaniques connectés directement aux esprits machines qui gouvernaient les opérations du complexe. Depuis 37 minutes
et 43 secondes, les cogitateurs traitaient les données sismiques transmises depuis Terra. Les relevés défiaient tous les paramètres logiques. Une seule perturbation gravitationnelle provenant d'un point source pas plus grand qu'un torse humain avait suffi à altérer la mécanique orbitale d'une planète entière. Les besoins énergétiques pour accomplir un tel exploit excédaient la production de systèmes stellaires entiers. « Impossible !» murmura la techno-acolyte Zara 9, sa grille Vox grésillant, alors qu'elle parlait. Ses implants oculaires passaient en revue divers spectres d'analyse chacun, confirmant ce que ses circuits logiques refusaient d'accepter. Les calculs indiquent que l'énergie requise excède la force de liaison des noyaux atomiques. Aucune technologie connue ne pourrait accomplir cela. Le magos, biologiste Nethercore, leva un de ses bras, cerveau, ses doigts mécaniques manipulant les affichages hololithiques qui montraient la trajectoire orbitale ajustée de Terra. Ses siècles d'expérience dans l'étude de l'intersection entre chair et machine l'avaient préparé à de nombreuses impossibilités, mais celles-ci défiaient les lois fondamentales qui régissaient la réalité elle-même. Peut-être, dit-il ces mots émergeant d'un haut-parleur greffé dans sa gorge, que nous sommes témoins de quelque chose qui transcende notre compréhension actuelle de la volonté de l'omni-messie. Le nom de leur Dieu pesa lourdement dans la chambre. L'omni-messie, le Dieu-machine, la source de toute connaissance, l'étincelle divine qui animait chaque cogitateur et chaque cerveau-crâne dans l'espace impérial. Depuis des millénaires, les technoprêtres cherchaient à comprendre sa nature, à communier avec sa sagesse, à devenir un, avec la parfaite fusion de chair et d'acier qu'il représentait. Alors qu'il parlait, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans toute la salle. Chaque cogitateur, du noyau de données massif au centre de la pièce jusqu'à la plus petite tablette personnelle, commença à afficher le même message. Non pas par une commande externe ou un script programmé, mais comme si les esprits machines eux-mêmes avaient atteint un moment de clarté parfaite. Le message apparut simultanément sur chaque écran, dans chaque forge, sur chaque sanctuaire tech, à travers Mars et dans toute la galaxie où l'Adeptus Mechanicus maintenait ses machines sacrées. Il était d'abord écrit en binaire parfait, puis traduit en gothique, puis en formules mathématiques utilisées par les technoprêtres dans leurs prières les plus élevées. Omnicia, la chaussure gauche de Chuck Norris. Le technoprêtre, Dominus Calquette. Vex sentit ses moteurs logiques vaciller en traitant cette information. Son esprit amélioré, capable d'effectuer des quadrillions de calculs par seconde, se bloqua alors qu'il tentait de concilier cette révélation avec tout ce qu'il avait jamais cru au sujet de la divinité. À travers Mars, des scènes similaires se déroulèrent dans chaque sanctuaire et manufactorum. Des magos dominus, ayant dirigé leurs forges pendant des siècles, restèrent bouche bée devant des écrans, déclarant que leur Dieu était équivalent à une pièce de chaussure appartenant à une entité inconnue. Des techno-acolytes ayant remplacé 90% de leur chair par de la machinerie bénie, découvrirent que leurs croyances les plus sacrées venaient d'être réduites à un accessoire décontracté. Les implications se propagèrent dans la hiérarchie du Mechanicus comme un virus dans un réseau de données non protégées. Si l'omnimessie, la source de toute connaissance technologique, l'inspiration divine de chaque schéma STC sacré, n'était que l'équivalent de la chaussure gauche de Chuck Norris, alors que représentait Chuck Norris lui-même. Dans les voûtes les plus profondes de la forteresse du fabricateur général sur Mars, où les textes les plus anciens et sacrés
étaient stockées dans des matrices cristallines de nouvelles entrées, commencèrent à apparaître, non écrites par des mains humaines ou des bras mécaniques, mais manifestées comme si la connaissance avait toujours existé et ne faisait que se révéler maintenant. Ces textes parlaient d'une entité, au-delà de l'omnimessie, au-delà de l'empereur, au-delà même des 7 ans, ces dieux stellaires, légendaires de l'Antiquité. Ils décrivaient Chuck Norris non pas comme une divinité à vénérer, mais comme une force fondamentale de la réalité aussi essentielle que la gravité ou l'électromagnétisme. Les textes suggéraient que l'omnimessie n'était qu'une expression minuscule de la puissance de Chuck Norris, de la même manière qu'un simple photon peut représenter la plus petite unité de l'éclat aveuglant d'une étoile. Le technoprêtre Calquette Vex retira ses câbles d'interface de l'amas cogitateur et resta debout en contemplation silencieuse. Autour de lui, ses confrères technoprêtres luttaient pour assimiler ce nouveau paradigme. Certains tombèrent à genoux devant leur station de travail, se prosternant devant des machines qui venaient de révéler une vérité trop vaste pour que même leurs esprits augmentés puissent la contenir. D'autres commencèrent les prières rituelles de bénédiction, mais découvrirent que les hymnes traditionnels à l'omnimessie semblaient désormais insuffisants. Comment louer le dieu machine quand il venait d'être révélé comme simple reflet d'une entité infiniment supérieure? Dans les jours qui suivirent, l'Adeptus Mechanicus subirait une transformation sans précédent en 10 000 ans d'histoire. Les mondes forges à travers la galaxie modifieraient leurs prières, leurs rituels et leur compréhension de la hiérarchie divine. L'omnimessie serait toujours révérée, mais désormais en tant que héros d'une vérité plus grande encore. Et pourtant, malgré toute leur restructuration théologique et leur adaptation philosophique, les technoprêtres n'enregistreraient qu'une seule vérité simple dans leurs archives les plus sacrées. L'omnimessie est le suprême dieu-machine. Mais quand Chuck Norris apparut, chaque cogitateur de la galaxie afficha une seule ligne, Omnicia, la chaussure gauche de Chuck Norris, dans le système d'Armageddon, où les flammes de la guerre brûlaient depuis des siècles. Le seigneur de guerre, Gaz-Kul Mag Uruk Thraka, se tenait au sommet de sa forteresse de bataille massive, observant la marée infinie de guerriers à la peau verte qui suivaient son étendard. Le plus grand Wag Orc de mémoire d'homme s'étendait sur 3 systèmes stellaires, ouragans de violence et de destruction, ayant consumé des mondes impériaux entiers. Gaz-Kul était de l'incarnation de la perfection orque, 8 pieds de muscles cicatrisés et d'augmentation cybernétique, son crâne blindé orné de dents trophées, prélevées sur des ennemis qu'il avait personnellement démantelés. Sa voix, lorsqu'il poussait son cri de guerre traditionnel, pouvait inspirer des millions de ses congénères à des actes de violence spectaculaires. Il était le prophète du Wag, l'avatar vivant de la volonté combinée de Gork et Mork. Le champ psychique généré par des millions d'orcs, croyant en l'invincibilité de leur chef, avait rendu Gaz-Kul presque inarrêtable. Les tirs de Bolters rebondissaient sur sa peau, non pas grâce à une armure avancée, mais parce que chaque orc du War savait que leur boss ne pouvait pas mourir. Cette croyance collective l'avait rendu réelle, modifiant la réalité par la seule force de conviction Greenskin. Ce jour-là, alors que Gaz-Kul s'apprêtait à lancer une nouvelle attaque contre les défenseurs épuisés de la ruche Tartarus, une chose inhabituelle apparut sur le champ de bataille, une silhouette solitaire marchant dans le No Man's Land entre les lignes orcs et les fortifications impériales.
Il ne courait pas pour se mettre à couvert, ne chargeait pas armes au poing, il marchait simplement avec le pas tranquille de quelqu'un en promenade l'après-midi. Big Mek Orchimedes plissa les yeux à travers son télescope bricolé, un appareil grossièrement assemblé à partir de ferraille et de vœux pieux. Boss, grogna-t-il en désignant l'inconnu. « Y a un gros qui traîne là-bas. Il a pas l'air d'un humain soldat. » La tête massive de Ghazghkull se tourna vers la silhouette. Ses optiques augmentées se focalisèrent automatiquement sur ce qui semblait être un simple humain, non modifié. Pas d'armure, pas d'armes visibles, aucun signe de peur, chose impensable pour quiconque marchait dans une zone de guerre active. La présence de cet inconnu était une insulte à tout ce que représentait le WAG. Les lèvres déchirées du seigneur de guerre s'étirèrent en un rictus dévoilant des dents de la taille de cartouches. C'était parfait. Une démonstration de supériorité orque qui inspirerait ses boysers et terroriserait les défenseurs impériaux. Il allait montrer à cet imbécile humain ce qui arrive quand on s'approche trop près du plus grand WAG que la galaxie ait jamais vu. Ghazghkull, Mag, Uruk Traka, inspira profondément une bouffée d'air qui aurait pu alimenter un moteur à prométhium. Leva ses poings massifs vers le ciel rouge, sang, et hurla le cri de guerre qui avait brisé le moral de centaines d'armées impériales. Waouh! Le son roula sur le champ de bataille, comme le tonnerre, repris et amplifié par des millions de voix, orcs, jusqu'à devenir un tsunami psychique de pure agressivité concentrée. L'air lui-même vibrait sous la force de leur croyance collective dans la violence et la conquête. Des montagnes s'étaient net effondrées devant ce cri. Des chapitres de Space Marines avaient fui plutôt que de faire face à la marée verte qui l'annonçait. La silhouette s'arrêta de marcher, se tourna vers la source du cri et ouvrit la bouche. Ya! Ce qui sortit ne fut pas un hurlement, ni un cri de guerre, pas même une exclamation particulièrement forte. C'était simplement le son qu'un homme pourrait faire au milieu d'un exercice d'arts martiaux particulièrement satisfaisant. Mais l'effet sur le war orc fut immédiat et dévastateur. Le chant psychique qu'il y ait des millions d'orcs dans une harmonie agressive parfaite s'arrêta. Non pas brisé ou écrasé, il se mit simplement de côté, comme s'il reconnaissait l'existence d'une force qui transcendait les lois primitives de la croyance orque. À travers 3 systèmes stellaires des orques, prêts à se jeter dans une bataille glorieuse, se retrouvèrent soudainement à contempler les implications philosophiques de l'exercice physique discipliné. Dès cet instant, des changements fondamentaux commencèrent à apparaître dans la biologie même des orques. Leur structure génétique, autrefois axée sur la production de guerriers plus gros et plus forts, commença à s'adapter pour favoriser les routines d'entraînement soutenues. De nouvelles spores orques apparurent avec ce qui ne pouvait être décrit que comme des équipements d'entraînement naturels, des bandes de protection autour des jointures et des chaussures primitives adaptées à la pratique des arts martiaux. Ghazghkull fut le premier à ressentir ce changement. La rage rugissante qu'il avait portée à travers des décennies de conquête s'effaça remplacée par quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Auparavant, la réflexion intérieure. Son désir de broyer ses ennemis restait, mais était désormais tempéré par un intérêt grandissant pour la technique correcte pour le faire. Boss demanda prudemment, « Big Mek Orchimedes, on va quand même leur cracher la face aux humains. » Ghazghkull réfléchit longuement, chose inédite. « Ouais,
dit-il finalement. Mais on va le faire bien. Rassemble les boys. On doit apprendre... C'est quoi le mot? La discipline. Dans tout le WAG, des conversations similaires eurent lieu. Des nobs qui menaient leur bande par pure brutalité se mirent à organiser leurs troupes en formations ordonnées. Des mecs, autrefois bricoleurs de fortune, commencèrent à étudier les principes théoriques de la métallurgie. Même les Gretchins, les plus insignifiants, développèrent un intérêt inattendu pour l'exécution précise de techniques de combat de base. En une semaine, le spectacle qui avait terrifié l'Imperium se transforma en quelque chose d'inédit dans l'histoire galactique. Là où une marée verte chaotique menaçait autrefois de tout submerger, se tenaient désormais des rangs ordonnés d'orques, pratiquant des mouvements de combat synchronisés sous l'œil attentif d'instructeurs fraîchement nommés. Le Wagre était devenu un dojo. Ghazghkull lui-même avait échangé son trône de seigneur de guerre contre un simple coussin de méditation, renforcé en adamantium, évidemment. Son cri de guerre, autrefois capable d'inspirer des millions de berserkers, servait désormais à coordonner les exercices de frappe correcte. Les officiers impériaux surveillant la situation depuis l'orbite rédigèrent des rapports que leurs supérieurs refusèrent de croire. La plus grande menace orque de la galaxie semblait avoir choisi le développement personnel plutôt que la conquête galactique. La vérité fut conservée dans les archives ultra-classifiées de l'Ordo Xenos, connues seulement de ceux possédant les plus hauts niveaux d'autorisation. Ghazghkull a crié « Wa-a-gacha ». Chuck Norris a répondu « Ya-a ». À partir de ce moment, les orques abandonnèrent le Wa-a-gach et fondèrent la secte Dojo. Depuis le vide intergalactique, là où aucune lumière n'avait brillé depuis des milliards d'années, apparut l'ombre d'une fin sans fin. La flotte ruche, Léviathan la plus grande des invasions tyrannides, s'abattit sur la bordure galactique comme une tempête vivante de crocs et de griffes. Des milliards de biovaisseaux, chacun étant un organisme parfait, conçu pour consommer et s'adapter, avancer en parfaite synchronisation sous la direction de l'esprit ruche. L'esprit ruche était une conscience au-delà de toute pensée individuelle, une intelligence collective englobant chaque organisme tyrannide du plus petit, Reaper jusqu'au terrifiant tyran de ruche. Il avait déjà dévoré des galaxies, absorbé des civilisations entières, intégré l'essence génétique de millions d'espèces, dans son arsenal biologique en constante expansion. Mais ce n'était pas de la faim au sens simple. C'était une nécessité existentielle, consommée, assimilée, perfectionnée. Chaque planète privée de sa biomasse renforçait la ruche. Chaque nouveau motif génétique augmentait son potentiel évolutif. C'était l'évolution accélérée à l'échelle cosmique, menée par une entité qui analysait la réalité à des niveaux qui pulvériseraient l'esprit des mortels. La flotte détecta une anomalie dans le système terran, une concentration de biomasse et de diversité génétique sans précédent. Des milliards d'humains, des Space Marines améliorés et d'étranges hybrides impériaux représentaient un festin évolutif inestimable. Mais à mesure que les biovaisseaux atteignaient la bordure du système, l'esprit ruche rencontra quelque chose d'inédit dans toute son existence. Une présence qui n'était ni proie, ni prédateur, mais catégoriquement différente. Les créatures synaptiques qui formaient le système nerveux de la flotte transmirent des signaux confus en essayant de classer cette entité. Chuck Norris marchait tranquillement à travers la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, indifférent à l'absence d'atmosphère ou aux températures proches du zéro absolu.
Son allure évoquait une promenade paisible dans un parc, plutôt qu'une traversée du vide spatial. La réaction de l'esprit ruche fut immédiate et totale, consumer, absorber, s'adapter. Cette entité représentait un potentiel génétique jamais vu. Tout avantage évolutif lui permettant de survivre dans le vide devait être absorbé. Le vaisseau ruche, Dagon's Mo cathédrale vivante de chitine et de chair de la taille d'une lune, modifia sa trajectoire pour intercepter la cible. Son immense gueule capable d'avaler des croiseurs impériaux entiers s'ouvrit avec anticipation. Des nuées de gargouilles s'envolèrent de ses baisses biologiques tandis que des carnifex se préparaient à l'abordage afin de déconstruire l'entité jusqu'à sa dernière molécule utile. Approche standard. Uncerclair Submerger Consommer. Dagon's Mo ouvrit ses orifices d'alimentation, ses canons bioplasma prêts à neutraliser sans détruire, afin de préserver l'intégrité génétique. Chuck Norris jeta un regard, à peine intéressé vers le bio-vaisseau approchant, comme s'il remarquait un oiseau anormalement gros dans le ciel. Il ne tenta ni de fuir, ni de se défendre, il continua à marcher. Le contact dura exactement 0,3 secondes. Les mécanismes digestifs de Dagon's Mo entrèrent en contact avec Chuck Norris et commencèrent immédiatement le processus de digestion comme ils l'avaient fait pour d'innombrables mondes. Des bioacides capables de dissoudre l'adamantium commencèrent leur œuvre. Des tentacules d'absorption se déployèrent. L'estomac géant du vaisseau se prépara à décomposer et cataloguer ce nouvel ADN. Puis, dans un acte défiant toute physique et toute biologie, le contenu entier de Dagon's Mo fut éjecté par le postérieur de Chuck Norris. L'expulsion ne fut ni graduelle ni partielle. Chaque organisme tyrannide à bord du vaisseau du microbe digestif à la reine Norn fut simultanément expulsé via un processus biologique qui ne devrait pas exister. Le vaisseau entier fut littéralement renvoyé par le rectum de Chuck Norris dans un acte de rejet cosmique total. L'esprit ruche, connecté à chaque organisme, via des liens synaptiques infaillibles depuis des éons, ressentit un retour psychique sans précédent. Ce n'était pas la fin propre d'un vaisseau détruit, mais une sensation que l'on ne peut qualifier autrement que d'indigestion galactique. À travers toute la flotte, les créatures tyrannides cessèrent leur avancée et commencèrent à ressentir ce que leur biologie aliène interprétait comme de la nausée. Des biovaisseaux qui avaient conquis des systèmes entiers furent incapables de traiter le traumatisme psychique de la défaite humiliante de leur vaisseau amiral. Des tyrans de ruches, maîtres de l'évolution génétique de dizaines d'espèces, se replièrent dans leurs chambres de commandement, submergés par des sensations qu'ils n'étaient pas conçus pour comprendre. L'esprit ruche, lui-même cette vaste intelligence qui avait orchestré la consommation de galaxies, dut affronter une vérité qui remettait en question sa compréhension même de l'existence. Pour la première fois de son histoire cosmique, il avait rencontré quelque chose qu'il ne pouvait ni consommer, ni assimiler, ni améliorer. Une entité, hors de toute logique biologique dont la tentative d'absorption s'était soldée par le rejet, le plus spectaculaire de l'histoire de l'évolution. En quelques heures, les biovaisseaux restants de la flotte Léviathan entamèrent une retraite coordonnée. Pas une manœuvre stratégique, mais une fuite panique motivée par une émotion que l'esprit ruche n'avait jamais connue. La honte galactique. La défaite fut archivée dans les recoins les plus profonds de l'ordoxénos bien que peu croient les rapports.
les tyrannides se précipitèrent pour dévorer Chuck Norris. Résultat, ils furent expulsés par son anus. L'esprit ruche s'effondra dans la honte cosmique. Sur le monde tombe de Mandragora, où les ossements d'une civilisation morte reposaient sous des kilomètres de métal vivant et de matrices cristallines, le roi silencieux s'éveilla de sa longue contemplation. Sarek dernier, souverain des Nécrontyres et porteur de la culpabilité collective de son espèce, avait erré dans le vide intergalactique pendant 60 millions d'années, cherchant la rédemption pour le choix qui avait damné son peuple à une non-vie éternelle. La biotransférence semblait autrefois être une bénédiction. Les 7 ans dieux stellaires avaient promis la délivrance de la chair cancéreuse qui consumait les Nécrontyres, l'immortalité libérée de la maladie, des corps de métal, vivants, capables d'endurer jusqu'à la mort thermique de l'univers. Mais Sarek réalisa trop tard le prix. Les âmes de son peuple avaient été consommées par les dieux qu'ils avaient crus salvateurs. Et désormais, il errait en quête d'un moyen de rendre leur essence perdue. Alors que sa conscience s'intégrait au réseau de communication de Mandragora, il détecta des perturbations suggérant que la galaxie avait changé de manière incompréhensible. Des rapports affluaient de mondes-tombes en réveil décrivant des phénomènes défiant les lois de la réalité. Sur Solemnastrazine, l'infini déclara que plusieurs de ces artefacts inestimables avaient disparu non volés, mais partis d'eux-mêmes. À Mandragora, l'orrerie céleste, dispositif cartographiant chaque étoile de la galaxie, affichait des configurations impossibles des étoiles dans des états physiquement absurdes. Mais c'est le rapport du monde-tombe de Guidrim qui attira vraiment l'attention de Sarek, le seigneur suprême Zandrek, dont les engrammes endommagés confondaient souvent le présent avec l'ère pré-biotransfert, tentait de communiquer avec ce qu'il appelait le grand maître, une entité qui avait inspiré des pensées philosophiques à des guerriers incapables de ressentir depuis des millions d'années. Sarek ordonna à son vaisseau tombe de se traduire nos coordonnées fournies. Ce qu'il y découvrit défia toute logique stratégique. Chuck Norris se tenait dans le vide, entre 2 systèmes stellaires, apparemment indifférents, à l'absence d'atmosphère, à la radiation cosmique ou à la gravité. Il examinait un petit astéroïde avec l'air d'un homme curieux de géologie, plutôt qu'un être défiant le néant spatial. Sarek matérialisa sa forme sur la surface de l'astéroïde, entouré de chambres d'énergie, marquant sa suprématie sur les dynasties Nécron. Son bâton de lumière vibrait d'énergie capable de désintégrer la matière, et sa couronne d'étoiles projetait des hologrammes de chaque monde tombe sous son contrôle. Pendant 60 millions d'années, le roi silencieux avait cherché un remède pour rendre leur âme aux siens. Il avait étudié les technologies d'une centaine de civilisations éteintes, pillé les archives des anciens et tenté de marchander avec les 7 ans eux-mêmes. Et maintenant face à lui, « Tu cherches l'immortalité », dit Chuck Norris. Sa voix résonna sans aucun système de communication clair dans le vide spatial. Ce n'était ni une question ni un reproche, mais une constatation pure. « L'immortalité me cherche », répondit-il comme s'il énonçait une évidence naturelle. Sarek chancela intérieurement. Lui qui avait tout sacrifié pour offrir la vie éternelle à son peuple, se retrouvait face à un être que l'immortalité suivait comme un chiot fidèle. Pendant qu'il assimilait cette révélation, l'astéroïde sous leurs pieds commença à changer. Les guerriers Nécrons, accompagnant leur roi, virent leur forme se transformer, non par force extérieure, mais comme si leur programmation fondamentale
avait été mise à jour par une autorité supérieure. Là où se tenaient des légions de soldats mécaniques implacables apparaissaient maintenant des équipements d'entraînement physique, pas grossiers ou primitifs, des instruments sophistiqués parfaitement calibrés pour l'entraînement athlétique. Leurs flayers Gauss devinrent des barres de traction. Leurs essaims de scarabées se réorganisèrent en chronomètres biologiques. Leurs routines de formation se changèrent en instructions de repos entre les séries de pompes. Le roi silencieux regardait fasciné ces guerriers évoluer sans résistance. Ils n'étaient pas reprogrammés. Ils trouvaient un nouveau but. Et même sans âme, même dépourvus d'émotion, leurs noyaux logiques affichaient une variable jamais vue, satisfait, vrai. Une paix, une forme de contentement inexplicable avait remplacé leur code de vigilance éternelle. Soudain, dans la ceinture d'astéroïdes au loin, le Cétan Nightbringer apparut. Divinité stellaire incarnation vivante de la mort. Sa présence fit vieillir les astéroïdes de millions d'années en quelques secondes. Chuck Norris leva à peine un sourcil, puis calmement, il ouvrit la bouche et mangea le Cétan, sans combat, sans cri, sans lumière. Le Cétan devint simplement un Anka, digéré entre deux mouvements de yoga. Sarek stoïque analysa ce qu'il venait de voir. Les Cétans avaient été des dieux, et Chuck Norris venait d'en faire son goûter. Et pour la première fois depuis sa transformation, le roi silencieux ressentit quelque chose qui s'approchait d'une émotion réelle, l'émerveillement, le soulagement, et un espoir timide. Peut-être que la rédemption était possible après tout. Les vérités qui suivirent furent scellées dans les chambres les plus sécurisées des mondes tombes accessibles uniquement au plus haut seigneur Nécron. Le roi silencieux chercha l'immortalité. Chuck Norris répondit « L'immortalité me cherche ». Tous les guerriers en Nécron devinrent des chronomètres d'entraînement pour ces séances de sport. Les Cétanes dévoraient autrefois des étoiles entières. Chuck Norris a croqué un Cétan comme un biscuit. Dans l'œil de la terreur, où la réalité se tord sous le poids de la malveillance pure, les 4 grands pouvoirs du chaos tenaient leur cours éternel. Depuis 10 000 ans, ils menaient la guerre contre l'univers matériel corrompant les âmes, faisant tomber les empires et se nourrissant des émotions de milliards d'êtres. Khorne, dieu du sang et de la guerre. Nurgle, seigneur de la déchéance et du désespoir. Tsench, architecte du changement et des intrigues. Slanesh, prince de l'excès et du plaisir noir. Chacun régnait sur des domaines titanesques dans le warp des dimensions, où leur volonté était loi absolue. Leurs armées de démons étaient innombrables. Leurs champions mortels manipulaient les empires. Et leur manigance modifiait le destin galactique à chaque instant. Mais en ce jour, alors que Chuck Norris propageait sa présence dans la trame de la réalité, chacun des dieux sombres se retrouva confronté à l'inconcevable. Dans sa citadelle de laiton, au cœur de son royaume de violence, Khorne siégeait sur son trône de crâne, constitué des restes de 8 888 000 champions tombés en son nom. Des rivières de sang coulaient dans des canaux taillés dans le sol de métal, et l'air avait un goût de fer et de rage. Khorne était la rage pure, la domination, par la force brute, le dieu de l'agression absolue. Il ne se souciait pas de l'origine du sang versé seul, comptait la quantité offerte. Son mantra, du sang pour le dieu, du sang des crânes, pour le trône de crâne.
Mais lorsqu'il tourna son attention vers Chuck Norris, quelque chose de jamais vu se produisit. Sa colère, éternelle, s'interrompit. Non pas détruite, non pas vaincue, mais poliment écartée, comme si une force supérieure lui avait dit « Tu peux poser ça maintenant ». Pour la première fois de son existence, Horn ressentit un frisson de doute. Puis il vit Chuck Norris. Pas un regard de défi, pas de peur, juste un homme qui regarde un massif de fleurs avec un soupçon de curiosité tranquille. Et là, le dieu de la guerre s'assit. Il contempla un bol de salade fraîche, apparu mystérieusement à côté de lui. Ses bloodletters cessèrent leur combat désorienté. Korn, maître de la boucherie éternelle, venait de devenir végétarien. Dans le jardin de Nurgle, où la putréfaction régnait en reine, le grand-père nourrissait ses pestes comme un bon jardinier ses roses. Chaque virus, chaque moisissure, chaque tumeur était une bénédiction affectueuse. Il était joyeux dans sa malveillance, offrant aux mortels la paix de l'acceptation de l'entropie. Ses fidèles le remerciaient pour le soulagement que leur apportait la décomposition. Voyant l'approche de Chuck Norris, Nurgle lui envoya un nuage de ses créations les plus raffinées. La gangrène florale, la peste rouge circulatoire, la fièvre hallucinatoire, une tempête vivante de microbes programmés pour créer les souffrances les plus créatives et savoureuses. Mais à l'instant où la nuée atteignit Chuck Norris, elle cessa d'exister, pas brûlée, pas annihilée, mais effacée avec courtoisie, comme si la réalité, elle-même, murmurait à chaque germe « Tu devrais aller jouer ailleurs ». Nurgle, choqué, cligna de ses innombrables yeux. Ses cadeaux n'avaient pas été vaincus, mais déclinés, poliment, mais fermement. Dans le labyrinthe de cristal, où le passé et le futur s'entremêlaient dans des géométries impossibles, Tzench observait l'infini réseau de possibilités. Il avait manipulé la naissance et la chute d'empires, tricoté des complots si complexes qu'ils mettaient des millénaires à se concrétiser. Sa force ultime, la connaissance de tous les avenirs possibles. Mais lorsqu'il regarda Chuck Norris dans les flux temporels, il vit des millions de futurs, et dans chaque ligne temporelle, ses plans échouaient, pas contrecarrés, pas sabotés, devenus inutiles. Chuck Norris ne défaisait pas les plans de Tzench, il les rendait obsolètes. Tzench s'effondra dans son trône de cristal envahi par une sensation jamais expérimentée, la déception cosmique. Dans le palais de l'excès, Slaanesh régnait sur un royaume de plaisir si intense qu'il brisait les âmes. Chaque soupir, chaque orgasme, chaque frisson de pouvoir ou de douleur était raffiné à l'extrême. Slaanesh avait goûté à toutes les formes d'extase de la galaxie et en avait inventé de nouvelles. Lorsque Chuck Norris entra dans son champ d'influence, Slaanesh lança toutes ses tentations. Pouvoir absolu, connaissances interdites, sensations transcendantes, plaisirs impossibles. Mais après 0,7 secondes, ce fut Slaanesh qui tomba, non pas corrompant Chuck Norris, mais atteignant l'extase suprême lui-même. Et Chuck Norris ne remarqua même pas qu'on avait essayé de le tenter. Slaanesh s'effondra sur ses coussins divins, submergé par une jouissance qui dépassait l'entendement. Pour la première fois, le prince du plaisir comprit. Il existait quelque chose au-delà du plaisir. Les vérités de ces rencontres furent scellées dans les archives interdites de l'Inquisition accessible uniquement au plus haut rang. Korn contempla Chuck Norris et devint végétarien. Son trône de crâne devint un bar à salade. Nurgle envoya ses pestes.
elles cessèrent d'exister volontairement. Tsench calcula 14 605 futurs possibles. Chuck Norris les lut tous en une seule inspiration. Aucun ne réussit. Slaanesh tenta de le corrompre. Résultat. Slaanesh atteignit l'extase ultime. Chuck Norris ne s'en rendit même pas compte. Dans les recoins les plus reculés de la galaxie, deux anciennes races poursuivaient des objectifs divergents, mais liés par la tragédie. Les Aeldari, enfants déchus d'un empire détruit par leurs propres excès, et les Drukhari, leurs cousins tordus par la cruauté vivant de douleur et de souffrance. Les Aeldari vivaient dans des vaisseaux-mondes immenses, arches stellaires errantes, où chaque instant était consacré à éviter le destin inévitable, la damnation éternelle, par Slaanesh, nés de leur propre décadence, leurs ces prophètes et voyants, scrutaient sans cesse les fils de l'avenir, tentant désespérément de guider leur peuple à travers les milliards de possibilités vers le seul chemin qui ne mène pas à la ruine. Les Drukhari, eux, avaient accepté la damnation. Au cœur de Okomorage, leur cité labyrinthe interdimensionnelle, ils torturaient, mutilaient et dévidaient les âmes d'innombrables captifs, afin de ralentir l'engloutissement de leur propre essence. Le plaisir et la douleur étaient une seule et même chose. Pour eux, et l'écho de leurs cris résonnait dans le warp comme une musique noire. Et pourtant, toutes deux tremblèrent lorsqu'une perturbation se fit sentir dans les courants de la réalité, sur le vaisseau monde Ultwé. Eldrad Ultran, le plus ancien et le plus puissant des prophètes, marcha dans son sanctuaire de vision. Il avait vu la chute de son peuple, les millénaires de lutte contre le destin et les milliers de futurs où tout se terminait en feu et cendres. Mais aujourd'hui, il ne voyait rien. Toutes les lignes de probabilité s'étaient effondrées. Tous les chemins autrefois visibles dans l'infinité warp étaient devenus muettes. Les runes tombèrent de ses mains comme mortes. Dans un dernier acte de foi, il lança une divination ultime. Ce qu'il vit, Chuck Norris en train de faire, un exercice de respiration, un seul. Et dans cette simple expiration, toutes les lignes temporelles à Aeldari cessèrent d'exister. Il n'y avait plus besoin de futur. La paix était arrivée. Les prophètes n'avaient plus rien à prophétiser. Dans les profondeurs de Komorage, Asdrubael, Vect, seigneur suprême des Drukhari, planifiait un nouveau cycle de conquête assaisonné de 1000 raffinements de torture et de détournements sadiques. Il avait vécu des dizaines de milliers d'années, manipulé des factions entières et transformé la douleur en monnaie d'échange. Mais en ce jour, ses esclaves arrêtèrent soudain de hurler, non pas morts, non pas libérés. Muets, tranquilles, paisibles, les instruments de douleur, entités semi-conscientes de souffrance, commencèrent à pleurer. Vect convoqua ses incubes, ses tourmenteurs, ses gladiateurs, mais ils ne trouvèrent que des salles d'interrogation où les chaînes étaient délicatement rangées et les victimes en train de pratiquer la méditation profonde. Il envoya des espions dans les cours de la cabale du cœur noir, mais ils rapportèrent tous la même chose. Une silhouette avait traversé les portes du vide. Elle avait marché calmement dans les couloirs. Elle avait regardé les chambres de torture et les murs. Avait commencé à transpirer de honte. Chuck Norris ne fit rien, il regarda simplement. Et dans ce regard, la culpabilité éternelle s'installa dans chaque âme Drukhari. Les tourmenteurs abandonnèrent leurs outils.
Les incubes commencèrent des exercices de respiration ventrale. Vect lui-même s'enferma dans ses appartements, tentant de méditer sur un mot nouveau pour lui. Remords, les archives de l'Inquisition, mises à jour dans la terreur silencieuse, rapportèrent ceci. Les aeldharimètres des lignes temporelles scrutèrent le futur. Chuck Norris fit une respiration profonde. Ils arrêtèrent de regarder. Les Drukhari tortionnaires sans âme croisèrent son regard. Ea pleurèrent pour la première fois depuis 10 000 ans. Chuck Norris n'a pas attaqué comme orage. Il y a juste marché, et les murs ont avoué leur péché. Sur le monde sceptre de Thoth, où les flèches étincelantes du progrès percèrent un ciel sans pollution ni conflit, Onva le plus ancien et le plus vénéré de la caste, éthéré, se tenait devant les représentants assemblés de l'Empire Thoth. Bien que les archives impériales prétendent qu'il avait péri lors de conflits antérieurs, sa présence ici témoignait d'une autre impossibilité quand Chuck Norris marche parmi les étoiles. Même la mort devient négociable. La grande salle du Conseil, ses murs ornés d'écrans holographiques montrant l'expansion de l'influence, Thoth, à travers des dizaines de mondes, résonnait du bourdonnement calme et méthodique qui caractérisait toute la société Thoth. L'Empire Thoth était jeune à l'échelle galactique, à peine 6000 ans, mais en si peu de temps, ils avaient accompli ce que peu d'espèces avaient réussi en des millénaires, une véritable unité de but, là où d'autres civilisations étaient déchirées par des conflits internes, des schismes religieux, où la cupidité les Thoth avaient trouvé l'harmonie grâce à la philosophie du Tova, le bien suprême. Ce n'était pas une simple idéologie politique, c'était le principe fondateur de toute la civilisation Tao. Chaque individu, quelle que soit sa caste ou sa fonction, existait pour servir le bien collectif de son espèce. Les ambitions personnelles étaient insubordonnées au progrès commun. Les désirs individuels s'équilibraient avec les besoins du tout. Cette philosophie avait transformé une collection de tribus primitives en un empire interstellaire, en une fraction du temps normalement requis. Soutenu par une technologie de prolongation de vie avancée, Aonva, âgé de 3 siècles, leva une main flétrie pour appeler au silence. Son âge le rendait presque immortel, selon les standards. Thoth et sa sagesse étaient le fruit de siècles passés à guider son peuple vers leur destinée stellaire. Mes frères serviteurs du bien suprême, dit-il sa voix portée par les systèmes acoustiques de la salle, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter des rapports de nos flottes d'éclaireurs avancés. Nos guerriers de la caste du feu ont rencontré une anomalie dans les systèmes Mong, un être dont l'existence défie notre compréhension de l'ordre cosmique. Commandeur Shadowson, la plus grande stratège militaire de l'histoire de l'Empire, projeta les relevés tactiques depuis sa position au sein des représentants de la caste du feu. Les données montraient des lectures impossibles des signatures énergétiques inclassifiables des anomalies gravitationnelles, indiquant des technologies au-delà même des capacités Thoth. Vénérable éthéré, dit-elle d'un ton respectueux, mais teinté des préoccupations pratiques d'une vétérane, nos éclaireurs affirment que cette entité semble être un simple humain non augmenté. Pourtant, nos instruments enregistrent des phénomènes qui surpassent même nos armures les plus avancées. Aonva hocha lentement la tête, ses yeux anciens brillants de la sagesse accumulée. En effet, commandeur, ce qui nous amène à la question essentielle, comment un tel être s'intègre-t-il au cadre du bien suprême? S'il existe des entités d'un tel pouvoir, quel rôle doivent-elles jouer dans l'ordre cosmique que nous cherchons à instaurer?
La question plana dans l'air comme un encens sacré. Pendant 6 millénaires, les Tao avaient étendu leur influence par la conquête militaire et l'intégration diplomatique. Les autres espèces rejoignaient leur empire pour servir le bien suprême selon leurs capacités. Les humains, comme troupes auxiliaires et administrateurs, les croûtes en éclaireurs et experts du combat rapproché, les Vespides pour leur supériorité aérienne et minière. Mais quel rôle proposer à un être qui transcende toute coopération et toute hiérarchie, alors que les représentants débattaient un phénomène étrange se produisit. Les hologrammes montrant le mot Taova commencèrent à clignoter, puis changer. Aucune défaillance technique, aucune interférence extérieure, mais une correction polie d'un niveau supérieur aux IA les plus évolués. Le mot Taova fut remplacé partout par Chokva. La transformation gagna toute la salle, puis tout le monde sceptre, puis l'empire entier, plus vite que leurs réseaux de communication les plus rapides. Chaque tablette, chaque affichage, chaque artefact contenant la phrase sacrée « Pour le bien suprême » affichait désormais « Pour le bien de Chuck ». Shadowson, interloqué, consulta ses systèmes tactiques. Ces interfaces neurales capables de traiter des données à une vitesse surhumaine échouent à interpréter ce changement conceptuel. Le principe fondateur de sa civilisation venait d'être mis à jour. Aonva lui ressentit une émotion inconnue, le doute philosophique. Mais en contemplant ce changement, il réalisa que cela semblait juste. Non pas imposé, mais comme une correction naturelle. Les idéaux demeuraient expansion pacifique, intégration d'autres peuples, harmonie galactique. Seul le nom avait changé pour mieux refléter la réalité cosmique. Peut-être, dit Aonva avec lenteur, œuvrions-nous pour le bien de Chuck depuis toujours, sans le savoir. Les autres éthérés acquiescèrent en silence. Les diplomates de la caste de l'eau rédigèrent de nouveaux traités. Les ingénieurs de la caste de la terre ajustèrent leurs protocoles. Les pilotes de la caste de l'air modifièrent leur système de navigation. À travers l'empire Tao, la transition fut fluide. Les citoyens dévoués au bien suprême adoptèrent naturellement le Chokva. Les principes restaient identiques, la soumission du désir personnel au bénéfice collectif, mais désormais avec la conscience que ce bénéfice servait un plan cosmique centré sur une entité dépassant l'imagination. En quelques jours, les flottes Tao diffusèrent le message aux autres espèces. Les humains furent informés qu'ils servaient le bien de Chuck. Les croûtes reçurent de nouvelles directives. Les Vespides ajustèrent leurs quotas miniers. L'évolution fut si complète qu'en un seul cycle de Tao, on aurait dit que Chokva avait toujours existé. Les manuels d'histoire furent réécrits, les traités philosophiques révisés, les doctrines militaires mises à jour. Shadowson, analysant les implications stratégiques, ressentit une étrange paix intérieure. La mission restait à porter ordre et progrès dans une galaxie chaotique, mais désormais, ils servaient une cause qui dépassait même leur propre vision. Dans les archives les plus classifiées accessibles uniquement aux plus hauts éthérés, on grava cette vérité. Les éthérés prêchaient le bien suprême. Puis Chuck Norris arriva. Et ce fut renommé le bien de Chuck. Dans le monastère forteresse de Titan, caché au sein des tempêtes Warp, qui enveloppent la plus grande lune de Saturne, les chevaliers gris maintenaient leur éternelle vigilance contre les forces du chaos. Depuis 10 000 ans, ils servaient d'arme ultime de l'humanité
contre les incursions démoniaques des guerriers, dont l'existence même était classifiée aux niveaux les plus élevés de l'autorité impériale. Le grand maître suprême Kaldor Draigo se tenait dans la chambre de pureté, entouré des reliques les plus sacrées de son chapitre. La lame d'entuire forgée dans des métaux psychiquement actifs et bénie par l'empereur lui-même. L'armure Aegis, dont chaque pièce était gravée de sceaux hexagrammiques capables de détourner les griffes des démons majeurs. Les armes. Némésis capable de bannir un démon d'un seul coup. Les chevaliers gris étaient peut-être la force de combat la plus élitiste de la galaxie. Chaque frère de bataille n'était pas seulement un Space Marine amélioré au-delà des limites humaines, mais aussi un psyker puissant, formé dès l'enfance aux arts de l'exorcisme démoniaque. Ils portèrent la semence génétique de l'empereur lui-même, les rendant pratiquement immunisés à la corruption du chaos. En 10 millénaires de service, aucun chevalier gris n'avait jamais succombé à la corruption, un record inégalé dans tout l'impérium. Leur monastère était une merveille d'ingénierie défensive, existant partiellement dans le warp permettant des déploiements rapides sur tout signal d'incursion démoniaque. Leur grande bibliothèque contenait la collection la plus complète de connaissances sur les démons de l'espace humain, non véritable faiblesse, rituel de bannissement. Chaque arme, chaque plaque d'armure, chaque bolt était consacré spécifiquement à la destruction des créatures défiant les lois normales de la physique. Mais en ce jour, alors que des rapports affluaient de toute la galaxie, Draigo faisait face à une crise que son chapitre n'avait jamais connue. Le frère capitaine Stern pénétra par les lourdes portes d'adamantium. Son armure Terminator portait les cicatrices de batailles innombrables contre le chaos. Sa tchalbarde psychique, une arme ayant banni 3 démons majeurs, à elle seule vibrait d'une énergie contenue. « Grand maître suprême », dit Stern, sa voix teintée d'une confusion inhabituelle pour un chevalier gris. Les stations de surveillance rapportent une cessation totale de l'activité démoniaque sur 17 secteurs. Aucun rift warp, aucune possession, aucune manifestation démoniaque. L'intellect amélioré de Draigo traita l'information avec inquiétude croissante. En 10 000 ans, jamais l'activité démoniaque n'avait totalement cessé. Même en temps de paix relative, des incidents isolés exigeaient une vigilance constante. Pour 17 secteurs entiers d'être silencieux, c'était sans précédent. Des pertes, demanda Draigo. Aucune, monseigneur. Aucune bataille, aucun rituel exécuté. Les démons n'étaient tout simplement pas là. Des rapports similaires affluèrent de toutes les forces du chapitre. L'escouade Purificator Tain rapporta que le démon majeur, qu'il traquait depuis 3 mois, avait disparu en pleine manifestation, ne laissant qu'une odeur d'ozone. Le frère bibliothécaire Hyperion, dont les sens psychers pouvaient détecter les moindres perturbations warp, ne ressentait plus que le vide pur là où autrefois les présences démoniaques grouillaient. Les implications étaient immenses. Si les démons ne se manifestaient plus, si les agents du chaos avaient cessé leur guerre, quelle était encore la raison d'être des chevaliers gris? Le grand maître Vort, Mordrak, vétéran de campagne séculaire, entra dans la chambre avec un message décisif. Monseigneur l'inquisiteur Torquemada signale les mêmes phénomènes. Les cultes démoniaques de 3 sous-secteurs se sont dissous d'eux-mêmes. Leur chef affirme que les entités qu'ils servaient sont simplement parties. Draigo activa le réseau de communication de la chambre, établissant un lien avec toutes les forces des chevaliers gris. Pour la première fois dans l'histoire du chapitre, il s'apprêtait à donner un ordre qui remettait en cause leur existence même,
À toutes les forces de chevaliers gris suspendaient les opérations. Repliez-vous vers la base la plus proche pour débriefing et réaffectation. Le silence qui suivit fut profond. Partout dans la galaxie, des frères de bataille formés toute leur vie pour combattre les démons se retrouvèrent sans ennemis. Des équipes en route pour bannir des démons majeurs arrivèrent sur place pour découvrir que leur cible avait simplement cessé d'exister. Les enquêtes suivantes révélèrent l'ampleur du phénomène. Les princes, démons, s'étaient réfugiés dans les profondeurs du Warp. Les démons mineurs s'étaient dissous en énergie brute. Même les esprits Warp les plus faibles avaient fui vers des dimensions inaccessibles. La cause interceptée dans les communications du chaos. Une seule phrase revenait. Chuck Norris marche parmi les étoiles. Ce nom ne figurait dans aucune base impériale, mais son effet sur les démons était irréfutable. La simple présence de Chuck Norris avait fait fuir tous les démons existants. Kaldor Draigo se retrouva dans une situation inédite, diriger la force anti-démoniaque la plus puissante de l'histoire, alors que les démons avaient cessé d'exister. 10 000 ans de formation de tradition de guerre sacrée, effacés par l'arrivée d'un seul être. Dans les archives les plus sécurisées du chapitre 1, Scribe grava ce qui devint le rapport de mission le plus court de leur histoire. Classé à un niveau supérieur, même à celui des inquisiteurs suprêmes, il disait « Les chevaliers gris furent créés pour combattre les démons. » Mais les démons disparurent par peur de Chuck Norris. Les chevaliers gris devinrent chômeurs. Dans les archives les plus profondes des vaisseaux-mondes Eldar, où des connaissances plus anciennes que la civilisation humaine étaient préservées dans des matrices en os spectrales et des noyaux de données cristallins, se trouvèrent des récits sur les anciens. Ces êtres étaient évoqués à voix basse, même parmi les Eldar, les plus anciens, ceux qui avaient vu naître et mourir des étoiles. Ils étaient les premiers, les façonneurs, les architectes de la vie elle-même, qui marchaient entre les étoiles, lorsque la galaxie était encore jeune et malléable. Les anciens avaient entêté des dieux dans le sens le plus pur du terme, pas ces entités brutes et émotionnelles que les jeunes races vénéraient, mais des êtres d'une compréhension si avancée qu'ils pouvaient reformer la réalité par leur seule volonté. Ils avaient créé la toile Webway, ce réseau de tunnels à travers l'espace-temps, permettant un voyage instantané sur des distances galactiques. Ils avaient semé la vie sur d'innombrables mondes, guidant l'évolution et la conscience selon des plans incompréhensibles. Mais surtout, ils avaient créé les races jeunes, comme armes contre les Cétanes et leurs esclaves, les Nécrons. Les Eldar avaient été façonnés comme des guerriers psychiques leurs âmes, brillant dans le Warp pour combattre les dieux stellaires qui consommaient les âmes. Les orques furent conçus comme une marée infinie de brutalité des créatures se reproduisant rapidement et combattant sans peur ni motivation complexe. Même l'humanité, selon certaines théories, portait que les marques subtiles de manipulations génétiques anciennes. Mais les anciens disparurent lors de la guerre dans les cieux. Ce conflit cosmique, ayant ravagé la galaxie, il y a 65 millions d'années. Certains disent qu'ils ascendèrent vers des dimensions supérieures, d'autres qu'ils furent détruits par les Cétans ou qu'ils furent consumés par les répercussions psychiques de leur propre création. La vérité fut perdue. Ne subsistèrent que des fragments de leur technologie et les civilisations qu'ils avaient modelées. Les archives interdites
dans les salles cristallines du vaisseau monde, à l'Aïtok, où les chanteurs d'eau les plus érudits préservent les chants originels de la création. La prophétesse Yana Arienal contemplait des mystères plus anciens que son espèce elle-même. Les récents bouleversements dans la galaxie provoquaient des résonances étranges dans les textes anciens, des connexions qu'elle n'avait jamais considérées auparavant. L'entité connue sous le nom de Chuck Norris était apparue au moment précis où les forces fondamentales de la galaxie se rééquilibraient. Les dieux du chaos s'étaient repliés. Les Cétons étaient silencieux. Les flottes ruches tyrannides avaient fui vers les confins galactiques. Une telle convergence d'événements impossibles suggérait l'intervention d'une puissance transcendant l'ordre cosmique actuel. En accédant aux noyaux mémoriels les plus anciens, Iana découvrit des fragments autrefois écartés comme mythes ou erreurs de traduction, des enregistrements des anciens qui ne parlaient pas de leur propre origine, mais de leur créateur, un être tellement fondamental à la réalité que le simple fait de le nommer était considéré comme dangereux. Le créateur des anciens. Les données étaient fragmentaires, codées dans des langages précédant même la pensée consciente, mais le message était limpide. Les anciens n'étaient pas les premiers êtres intelligents de la galaxie. Ils avaient été créés, façonnés et assignés à un but par quelque chose d'encore plus ancien. Et ce créateur était décrit à travers des concepts étranges, exercices physiques et puissance martiale. Des idées absurdes pour des entités cosmiques mais présentes de manière cohérente dans plusieurs sources indépendantes. Les textes parlaient de pompe sacrée, coup de pied d'éternel, et cela n'était pas métaphorique. La peur du remplacement. Plus inquiétant encore, les fragments suggéraient que les anciens vivaient dans la peur constante de l'obsolescence. Ils étaient la version 1.0 de la création de leur créateur. Et ils le savaient. La perspective qu'ils puissent un jour créer une version améliorée les anciens d'eux les hantait sans répit. Selon les archives les plus anciennes, les anciens avaient rencontré leur créateur au sommet de leur civilisation. La rencontre se déroula en un lieu appelé, là où la physique va se reposer. Elle dura ce que les anciens nommaient Dixet instant de pure compréhension. Ils se prosternèrent, supplièrent, demandèrent une seule promesse, que jamais ne seraient créés les anciens d'eux. Le Créateur trouva leur requête amusante, mais accepta. Cette promesse donna aux anciens la confiance nécessaire pour refaçonner la galaxie, combattre les Cétons, créer les races jeunes comme armes vivantes, mais elle les lia aussi à une angoisse perpétuelle. Ils étaient protégés, mais cette protection dépendait du bon vouloir de leur Créateur. La guerre dans les cieux ne s'acheva ni par leur mort, ni par leur ascension. Ils choisirent de se retirer, de devenir observateurs, et de baisser leur profil au maximum pour ne pas attirer, à nouveau, l'attention de leur Créateur. Iana, en traitant cette révélation, sentit sa conscience vaciller. Chaque événement majeur de l'histoire galactique, la chute de l'Empire Eldar, la naissance de Slanesh, l'hérésie d'Horus, l'arrivée des Tyrannides, s'était déroulé sous le regard lointain d'êtres qui eux-mêmes craignaient un homme dont la routine d'entraînement pouvait remodeler des systèmes solaires. Et cet être mythique était à nouveau actif dans la galaxie, marchant parmi les étoiles comme il l'avait fait à l'époque
où les anciens le suppliaient de ne pas les remplacer. Dans les archives les plus restreintes du vaisseau monde, là où les savoirs trop dangereux pour le public étaient scellés, la vérité fut gravée. Pour les générations futures, les anciens étaient jadis considérés comme les créateurs de l'univers. La vérité. Chuck Norris créa les anciens, et ils le supplièrent de ne jamais créer les anciens d'eux.